Alors, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons commencer le module de management interculturel. Je me présente formateur donc, de ce module-là. Je suis docteur Mamadou Senghor, donc docteur en management, spécialisé en management de projet et certifié project manager professionnel. Alors, nous allons parler donc, comme je l'ai dit, du management interculturel. Donc, nous allons parler un peu du contenu et des articulations du cours. L'objectif de ce module qui est destiné aux étudiants de master donc des différentes filières en management humanitaire, management marketing, mais également management gestion financière. L'objectif du module est de comprendre un peu les enjeux de l'interculturalité. Donc comprendre aujourd'hui que l'environnement des affaires sur le plan international est en train de s'accélérer avec de nouveaux enjeux donc, qui entrent en compte, qui ne faisaient pas partie des enjeux prédominants qui déterminent le succès et les échecs des entreprises, donc il faut prendre en compte. Alors, le cours s'articulera autour de trois grands axes particulièrement. Le premier axe du cours est un axe conceptuel dans lequel nous allons parler un peu de tout ce qui est théorie, origine du concept d'interculturalité, les différentes acceptions, les différentes définitions du management interculturel. Donc le premier axe va tourner autour donc, de tout ce qui est généralité conceptuelle. Donc nous verrons un peu la définition de la culture, comment elle a été abordée par les différents auteurs, donc des différentes disciplines que sont le management, avant le management, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie. Donc, quels sont ces différents usages également de la culture? Nous parlerons également du management, donc des différentes acceptions un peu. Nous reviendrons très rapidement sur l'historique et l'évolution des différents courants de pensée du management. Ensuite, après les généralités conceptuelles, nous allons parler des différentes écoles de pensée du management interculturel. Les écoles de pensée du management interculturel que sont ceux pour qui la culture d'entreprise est au cœur du management et que la culture d'entreprise détermine le succès ou l'échec du management d'une entreprise. Donc, à prendre en compte. Donc, c'est au management de s'arrimer à la culture d'entreprise. Les écoles également qui croient que c'est le management qui doit primer surtout, que les principes de management sont des principes immuables, donc que quel que soit le lieu dans lequel l'entreprise se trouve, c'est aux employés de l'entreprise de s'adapter aux principes de management. Donc sans prendre en compte la culture, que la culture ne doit pas être mise au-dessus du management. Donc ce sont ceux qui croient que une entreprise américaine, par exemple, peut s'implanter en France, au Sénégal, aux États-Unis, etc. Et que malgré tout, le même système de management peut avoir les mêmes résultats. Et que c'est le système de management qui doit primer sur les cultures. Donc, il y a également cette deuxième école. Donc, nous verrons également, toujours dans cette deuxième partie du cours, où on va voir les différentes écoles, on va revenir sur des auteurs précis. Et parmi ces auteurs, il y a l'incontournable qui est Geert Hofstede, donc qui est un auteur hollandais qui a développé, lui, toute une littérature sur les, les différentes formes de management selon les cultures. Alors, l'ouvrage s'appelle Les différences culturelles dans le management. Comment chaque pays gère-t-il ses hommes? Donc, nous reviendrons un peu sur les différentes dimensions qu'il a dégagées qui déterminent les systèmes de management, donc selon les pays. Donc, globalement, il y en a 5. Donc, nous reviendrons sur ces 5 différences culturelles dans le management. Donc, après ça également, nous verrons en troisième partie, de manière concrète, comment l'interculturalité s'applique dans le marketing. Donc nous parlerons de marketing interculturel avec des cas pratiques. Et nous verrons également de manière concrète comment la communication interculturelle doit être opérée par des entreprises donc présentes dans
plusieurs pays. Donc voilà globalement les trois articulations. Les généralités conceptuelles, donc en première partie du cours. En deuxième partie du cours, donc nous allons voir les courants de pensée, donc du management interculturel, ceux pour qui la culture d'entreprise donc est au cœur du système de management et que donc le management doit être adapté à cette culture d'entreprise-là. Et l'autre école de pensée qui croit que c'est le système de management qui doit primer indépendamment des cultures. Toujours dans cette deuxième partie, nous allons voir des auteurs comme Gerd Hofstede avec leur ouvrage Les différences culturelles dans le management. Et en troisième partie, là nous allons utiliser donc une approche très pragmatique, comment le management interculturel est appliqué dans les entreprises. Et nous verrons en premier lieu le marketing interculturel avec ses différentes fonctionnalités. Et en deuxième lieu, nous parlerons de la communication interculturelle. Alors, l'organisation du cours est la suivante. Une fois la présentation faite, donc vous trouverez les supports des cours dans la plateforme. Donc, il y a un support PowerPoint et il y a également un support qui est un support Word. Donc, ces deux supports, vous les trouverez dans la plateforme. Donc, qui sont vos principaux outils de travail. Alors, ma méthode est de ne pas mettre tout le contenu du cours en une fois. Je vais mettre les contenus séquence par séquence. Et à la fin de chaque séquence, il y a un travail qui vous est demandé. Ce travail consiste à faire la synthèse donc, de toute la documentation qui vous est donnée, qui est une documentation multiforme, sous forme audio, vidéo, mais également des textes, des articles et même des ouvrages dont il faut faire les synthèses. Donc une fois ce travail effectué, vous obtenez une note qui sera le tiers de la note finale. Donc ensuite vous passez après l'évaluation à une séance d'entretien avec le prof. Donc là on définit un rendez-vous une fois que vous avez rendu la synthèse. Et dans ce rendez-vous-là, je reviens sur ce qui a été retenu, donc les acquis. De manière très, très concrète, on va directement à l'essentiel, donc dans cette séance d'encadrement, pour revenir un peu sur les basiques, voir quel est votre niveau de compréhension et donc clarifier certains concepts que vous n'avez pas maîtrisés et également vous éclaircir par rapport à votre synthèse, ses points forts et ses points faibles. Donc voilà un peu l'organisation du cours. Donc vous trouverez tous les documents dans la partie documents. Les exercices, vous les trouverez dans la partie exercices. Si vous avez besoin de poser des questions donc avant le rendez-vous d'échange, vous n'avez qu'à écrire un mail directement. Le mail arrive dans la boîte du prof et donc là nous essayons de caler un rendez-vous pour revenir de manière très directe sur les questions que vous avez à poser. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation du cours. Donc après avoir parlé de l'organisation du cours, là maintenant nous allons revenir un peu sur une présentation globale du management interculturel. En somme, le management interculturel c'est quoi? Nous pouvons dire que c'est un concept qui est né au début des années 60. Au début des années 60, c'est à cette période-là que le management interculturel a réellement commencé à prendre de l'ampleur. Alors, pourquoi les managers, les praticiens du management, mais également au-delà des praticiens du management, les chercheurs, ont-ils posé la question de l'interculturalité? Alors, il faut toujours revenir sur le contexte. À ce moment-là, après la Deuxième Guerre mondiale, l'économie a connu une ascension, une progression fulgurante, avec une déstructuration donc du tissu économique mondial. Les relations économiques qui régissaient le fonctionnement des entreprises ont changé dans la mesure où l'entreprise qui était au début à un niveau local, avec des implications économiques, financières, commerciales qui étaient des implications locales. Si l'entreprise fabrique dans un marché, vend pour un marché, recrute des personnes qui appartiennent au même environnement, qui parlent la même langue. Et donc,
cette dimension locale-là, ou bien même voire nationale, n'impliquait pas la nécessité de faire du management interculturel au sens dont on parle aujourd'hui. Alors, certes, il y avait toujours eu l'émigration. Donc, aux États-Unis, les grandes entreprises ont toujours été confrontées à l'émigration. Et donc, dans un documentaire que je vais mettre dans la plateforme où on parle de l'entreprise Ford, vous verrez dans le documentaire qu'il y a toujours eu des émigrés qui étaient utilisés par les entreprises pour créer des groupes différents et créer une certaine émulation. Alors, mais on ne pouvait pas parler de management interculturel parce que là, on ne demandait pas aux émigrés quelles étaient leurs sensibilités par rapport à telle ou telle chose, par rapport à leur culture. On leur demandait simplement d'être des exécutants, d'appliquer. Donc, on ne pouvait pas encore parler de management interculturel, même si la diversité commençait à être présente dans les entreprises. Par contre, au début des années 60, les entreprises ont commencé à s'internationaliser. Donc, on a vu des entreprises comme Fuji, des entreprises comme Kodak, donc des entreprises comme Sony, américaines, japonaises, européennes, donc qui ont commencé à s'internationaliser, à aller conquérir des marchés internationaux. IBM en est l'exemple le plus déterminant. D'accord ? Ces entreprises qui se sont installées dans plusieurs pays ont été confrontées d'abord au changement législatif, donc au changement de tout ce qui est visible dans le management. Ce qui est visible dans le management, ce sont les normes, ce sont les procédures, les outils qui sont utilisés, le système d'organigramme, les modes de rétribution, les modes de rémunération, de sanctions, etc. Donc ça, c'est tout le côté visible du management. Et dans ce côté visible, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, le nombre de personnes à gérer est plus nombreux. Les outils utilisés sont plus complexes que les outils qui étaient utilisés avant. Donc, on utilise des outils de motivation, des outils de rémunération, des outils d'évaluation qui sont des outils toujours plus complexes en raison du nombre de personnes à diriger, mais aussi en raison de la complexité de l'organisation qui est de plus en plus grande. Alors, les personnes ne parlent pas les mêmes langues, donc n'ont pas les mêmes cultures, n'ont pas les mêmes religions, donc forcément n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Les entreprises se sont rendues compte, les managers, que ces employés ne pouvaient pas être gérés de la même manière dans tous les pays. Donc, on ne peut pas espérer utiliser les mêmes outils et s'attendre à avoir les mêmes résultats partout, vu qu'il y a des différences. Donc, toutes ces modifications sur les côtés visibles ont amené à poser un point d'interrogation. C'est la question que je posais tout à l'heure. Doit-on manager les hommes de la même manière ou doit-on adapter le style de management en fonction des spécificités culturelles, organisationnelles, juridiques, réglementaires, législatives, etc. Des chercheurs japonais, des chercheurs occidentaux également ont posé la problématique et se sont appropriés des travaux des anthropologues de l'école de Chicago, donc au début, comment dirais-je, la fin du 19e siècle, avec à la tête Franz Boas. Ces gens-là qui avaient réfléchi sur la notion de culture pour montrer ce que c'était la culture, à savoir un ensemble de faits, produits de faits, de langues, de civilisation, de façon de faire, de penser, de sentir et d'agir, produits par une société qui donne un sens à tout ce que les membres de cette société font et qui constitue quelque part le moteur, comment dirais-je, le vivier de la cohérence d'une société. Donc ça, c'est une définition peut-être assez complexe de la culture que l'école de Chicago avait apporté comme contribution à l'anthropologie. Et donc, ils se sont dit que si les ensembles de façons de faire, de penser, de sentir et d'agir communs dans une société donnent un sens et une cohérence à ce que font les membres de cette société, en ce moment-là, même la vie dans l'entreprise, même les outils qui sont utilisés dans les entreprises peuvent
être impacté par ces ensembles de façons de faire, de penser, de sentir et d'agir. Donc uniquement la dimension culturelle. Donc ils se sont dit, si en plus chaque pays a ses adaptations juridiques, procédurales, sa façon d'utiliser les outils, etc., pourquoi vouloir imposer le même système de management partout? Le même système de management ne peut pas apporter les résultats. Nous savons que les Japonais produisent des résultats alors que leur système de management n'est pas le même que celui des Occidentaux, des Américains. Pourtant, ils ont des résultats similaires, voire supérieurs que ceux des Occidentaux. Donc, la question s'est posée, ces chercheurs et managers se sont appropriés des travaux des sociologues, des anthropologues pour ramener la culture dans le management. Et donc, c'est à partir de là que des adaptations ont commencé à être faites dans la gestion des entreprises. Et là, les Japonais, les entreprises occidentales implantées au Japon ont commencé à dire, OK, nous allons utiliser certes des outils de management qui sont des outils universels, entre guillemets des outils développés par les Occidentaux, mais qui peuvent être adaptés un peu partout. Cependant, la spécificité culturelle, à partir de maintenant, va être prise en compte. Que certes, ces outils, on va essayer de les utiliser, mais on va essayer de voir comment ces outils s'adaptent aux spécificités, aux particularismes culturels de l'endroit où l'entreprise est implantée. Ceci amène plusieurs implications managériales. La première implication, c'est de ne pas laisser la culture noyer les exigences de performance. La survie de l'entreprise dépend de ses performances. Donc, objectivement, si la culture doit être un outil qui amène des contre-performances, en ce moment-là, doit primer le management sur la culture. Mais si les outils de management sont en antinomie avec les valeurs, le système de valeurs dans un pays. On prend le cas de la seniorité. Si un système de management fait fi du respect de la seniorité pour imposer à une entreprise une façon de gérer qui heurte le respect de la seniorité dans un pays, en ce moment-là, ce système de management doit être revu, adapté, de façon à ce que même si il y a une objectivité qui est respectée, qui est observée par le manager, que cette objectivité ne l'empêche pas de prendre en compte le respect de la seniorité. Donc, sanctionner, diriger, manager ne signifie pas forcément manquer de respect à des valeurs. Donc voilà en somme, de manière très ramassée, un certain nombre de principes qui ont amené à la naissance du management interculturel. Et depuis donc les années 60, le management interculturel est devenu un phénomène à la mode. On en parle un peu partout, il y a des conférences qui sont faites dans les universités, on amène des coachs donc, de l'interculturalité, des coachs donc, qui accompagnent les managers qui doivent être envoyés dans d'autres pays. Donc voilà un peu comment le phénomène s'est développé, autant du côté des praticiens dans les entreprises que du côté de la recherche donc, au niveau des universités. Donc la problématique, elle est là ainsi posée. Et le sujet est d'actualité car nous vivons dans un monde où les cultures de plus en plus ont tendance à se rapprocher. Les cultures se rapprochent avec l'effet de la globalisation. Globalisation de la mode, globalisation au niveau des médias, globalisation de la gestion de l'information,
globalisation également, uniformisation dans les outils de formation qui sont utilisés et même dans les modes de gestion. Donc, tous ces éléments que je viens de citer ont créé un rapprochement entre les cultures. Donc, les frontières physiques s'effacent et cèdent la place aux frontières virtuelles. Et les frontières virtuelles, nous savons qu'aujourd'hui, elles créent une mixité, elles créent un melting pot et elles ont tendance à rassembler des personnes que tout physiquement éloigne, et la langue, et le pays, et la distance géographique. Aujourd'hui, avec des outils comme Facebook, etc., on se rend compte que les films donc, qui sont devenus des faits culturels transfrontalières, qui dépassent les frontières religieuses, culturelles, étatiques, géographiques et autres. Alors tout le monde se retrouve autour des mêmes cultures cinématographiques, des mêmes cultures musicales, des mêmes cultures également citoyennes, parce que les cultures citoyennes comme le respect des droits de l'homme, le respect de la condition féminine, le respect de beaucoup de principes qui sont des cultures citoyennes internationales, dépassent de loin le cadre des frontières. Donc ces éléments-là poussent à mettre le management interculturel au cœur de la problématique économique et des entreprises actuelles. Donc les entreprises également, dans leur nécessité de survie, sont appelées à aller chercher des marchés ailleurs. Ces entreprises sont appelées à minimiser le risque ou bien à aller chercher les coûts de production les plus bas, les plus avantageux, et pour ce faire, ils vont chercher des marchés ailleurs. Donc ceci également pousse les entreprises, pousse également les chercheurs à réfléchir sur comment gérer cette internationalisation. Comment gérer le choc de culture qui va survenir au moment de la délocalisation, de l'internationalisation ou de l'externalisation. D'accord? Donc l'ensemble de ces éléments-là aujourd'hui mettent, autant pour moi, le management interculturel au cœur des problématiques de gestion. Donc, il est important également aujourd'hui de savoir mesurer l'importance des négociations sur le plan international en comprenant les caractéristiques principales des cultures avec lesquelles on négocie, savoir comment mettre l'accent sur les facteurs clés de succès dans les négociations avec des cultures différentes. Donc pour ce faire, il est nécessaire de comprendre ces cultures-là et après les avoir compris, de savoir mettre l'accent de la négociation sur les facteurs clés de succès. Donc se reposer sur une culture pour amener la personne à traiter avec soi. Ce sont des dimensions très importantes dans le management interculturel. Donc voilà de manière assez ramassée le contexte, l'évolution et les enjeux du management interculturel. Donc, vous trouverez les liens, les documents, les livres dans la plateforme. Et la première partie du cours, donc vous avez une semaine pour faire la première partie. Ce qui vous est demandé, c'est de lire tous les documents qui vous ont été donnés, de faire la synthèse, de regarder également les vidéos qui vous ont été mis en lien sur la plateforme. Vous faites la synthèse de l'ensemble de ces documentations-là et vous me l'envoyez dans un document de 4 pages minimum. Donc la synthèse de toute la documentation vidéo, audio et texte donc, qui vous a été envoyé doit être faite dans un document de 4 pages minimum à m'envoyer dans les 15 jours. Donc le cours, vous avez aujourd'hui à la date du 3 février 2015, vous avez jusqu'au 18 février pour faire la synthèse de la première partie du cours et me l'envoyer. Après le 18 février, tout document qui me sera envoyé vaudra à l'étudiant donc, qui a envoyé en retard une pénalité de 5 points. Donc si vous avez 15 par exemple,
vous aurez 10. Donc faites tout pour envoyer la synthèse de la première partie du cours au plus tard le 18 février. Vous avez des questions spécifiques? Envoyez-moi vos demandes, vos questions ou bien vos suggestions sur mon email qui est inscrit mamadou.senghor@etika.com. Je répète, mamadou.senghor@etika.com. Mon Skype, c'est Corsiga avec S, K-O-R-S-I-G-A-S, Corsigas. Donc vous pouvez m'ajouter sur Skype si vous avez besoin d'entretien pour revenir sur des aspects précis. On peut prendre un rendez-vous sur Skype, on peut s'appeler et revenir sur ces points précis. Merci, bon courage, bienvenue dans le monde de l'interculturalité, bon cours et à la prochaine séance. Merci beaucoup.